Qu'est-ce qui a permis à l'espèce humaine de dominer la planète? Ce n'est pas notre force, on n'a pas de griffes, pas de crocs. Non, notre vrai secret, c'est notre capacité à coopérer. Et pas juste en petits groupes, mais à des échelles immenses. Le truc, c'est que tout ça, ça repose sur quelque chose qui en fait n'existe pas vraiment. Allez, on plonge là-dedans. Prenez l'argent, par exemple. Qu'est-ce que c'est au fond? Des morceaux de papier, des pièces de métal ou juste des chiffres sur un écran? Ça n'a aucune valeur en soi. Et pourtant, des milliards de personnes, tous les jours, sont d'accord pour dire que ça en a. C'est cette croyance collective qui nous permet d'échanger des choses avec de parfaits inconnus. C'est assez fou quand on y pense. Ou alors, les nations. C'est quoi une nation? Des lignes sur une carte? Un drapeau? Un hymne? Tout ça, ce sont des concepts, des idées. Et pourtant, ces idées peuvent inspirer une loyauté tellement, tellement forte que des millions de gens sont prêts à mourir pour elles. Et un dernier exemple, les entreprises. Une société comme Peugeot ou Google, ce n'est pas juste ses bureaux ou ses employés. C'est d'abord une personne morale, une fiction juridique qui n'existe que sur du papier. Mais cette fiction peut posséder des terrains, signer des contrats et bien sûr employer des millions de personnes. Donc voilà, l'argent, les nations, les entreprises. Qu'est-ce que ces trois choses si puissantes peuvent bien avoir en commun? Eh bien, la réponse, comme le souligne brillamment l'historien Yuval Noah Harari, c'est qu'ils n'ont pas d'existence physique. Ils n'existent que dans notre imagination. Ce sont des fictions, des histoires qu'on se raconte les uns aux autres, et on y croit tellement fort qu'elles finissent par modeler le monde bien réel. D'accord, mais comment ça marche? Comment une simple histoire peut-elle devenir aussi puissante, aussi concrète? Le mécanisme derrière ce super-pouvoir est franchement fascinant. En fait, il faut voir qu'il y a deux niveaux de réalité. D'un côté, il y a la réalité objective. Une montagne, c'est un énorme tas de roches. Point. Qu'on y croit ou pas, elle est là. Mais par-dessus, nous, les humains, on ajoute une autre couche, une réalité construite. Et là, cette même montagne peut devenir un lieu sacré ou alors une frontière entre deux pays, uniquement parce qu'on s'est mis d'accord pour dire qu'elle l'est. Ce concept, il a un nom. C'est la construction sociale de la réalité. C'est une idée qui vient de deux sociologues, Peter Berger et Thomas Luckmann. Pour faire simple, ce qu'ils expliquent, c'est que nos interactions créent des vérités communes, et à force d'être partagées et transmises, ces vérités finissent par nous sembler aussi solides et aussi contraignantes que la réalité physique elle-même. D'accord, mais depuis quand on fait ça? Depuis quand on utilise ce super pouvoir? Pour le comprendre, il faut faire un petit bond dans le temps et remonter à l'un des plus grands tournants de toute l'histoire de l'humanité. Direction la révolution néolithique. C'est ce moment charnière où, après des centaines de milliers d'années de nomadisme, Homo sapiens commence à se sédentariser, à cultiver la terre. C'est bien plus qu'un simple changement d'outil, c'est un bouleversement complet de la société. L'explication qu'on entend le plus souvent, elle est assez simple et logique. Le climat a changé, il fallait trouver un moyen d'avoir de la nourriture de manière plus stable, donc on a inventé l'agriculture. En gros, une réponse purement matérielle à un besoin matériel. Sauf que, un archéologue français, Jacques Cauvin, a retourné la table avec une idée complètement différente. Et si la révolution n'avait pas commencé dans les champs, mais dans nos esprits? Et si une révolution des symboles avait eu lieu avant la révolution de l'agriculture? Cauvin, en étudiant les sites archéologiques, a remarqué quelque chose de troublant. Bien avant les premières graines cultivées, on voit apparaître de nouvelles figures religieuses, notamment une sorte de déesse mère et le symbole du taureau. Pour lui, ce sont ces nouvelles croyances, cette nouvelle histoire partagée, qui ont permis de rassembler des groupes de plus en plus grands. Et là, l'agriculture n'est plus la cause du changement, elle en devient la conséquence. C'était la solution logistique pour pouvoir nourrir cette nouvelle société déjà transformée par une fiction commune. Et cette capacité à créer des réalités à partir d'histoires, ce n'est pas du tout un truc du passé. C'est même une stratégie très consciente utilisée aujourd'hui par les organisations les plus en pointe. Aujourd'hui, des chercheurs en management, comme ceux qu'on lit dans la Revue française de gestion, étudient très sérieusement la manière dont les entreprises se servent de la fiction pour arriver à leurs fins. Ce n'est plus juste un phénomène qu'on observe, c'est devenu un véritable outil de stratégie. Et les exemples sont partout autour de nous. L'Hyperloop, par exemple. On vend l'histoire d'un voyage quasi instantané. Le but, mobiliser le marché et attirer des investisseurs. L'économie circulaire, c'est un peu pareil. On nous raconte l'histoire d'un monde parfait, sans déchets, pour encourager des changements de pratiques. Et même l'armée française a sa Red Team, des auteurs de science-fiction payés pour imaginer les guerres du futur et mieux s'y préparer. Donc il faut bien comprendre que ces promesses fictives ne sont pas juste des mensonges. Ce sont de puissants récits conçus pour aligner les gens, mobiliser des ressources et au final, transformer une simple vision en une réalité bien tangible.
Mais voilà, si notre plus grand talent, c'est de pouvoir créer la réalité, c'est aussi notre plus grand point faible. C'est un peu la kryptonite de notre super pouvoir. La question devient alors absolument cruciale. Au milieu de toutes ces histoires de dieux, de nations, d'argent, de marques, comment est-ce qu'on fait la différence entre une fiction utile qui nous aide à coopérer et une illusion qui devient dangereuse? Harari, encore une fois, propose un test. Un test d'une simplicité et d'une puissance redoutable. Il tient en un seul mot, la souffrance. Le test, le voici. Il suffit de se demander, est-ce que ça peut souffrir? Une entreprise peut faire faillite, mais est-ce qu'elle souffre? Non, c'est une fiction. Un pays peut perdre une guerre, mais est-ce que le pays souffre? Non plus. Par contre, un soldat blessé sur le front, un civil qui a faim, eux, ils souffrent, pour de vrai. La souffrance, c'est l'encre qui nous relie au réel. Et le danger, c'est quand on l'oublie. C'est quand on commence à sacrifier des êtres réels pour des concepts abstraits. Mais ce test, il repose sur notre capacité à voir la différence entre une histoire et la réalité. Et si cette capacité était elle-même en train d'être menacée? Aujourd'hui, on fait face à un nouveau risque, peut-être le plus grand de tous. Et si la technologie pouvait prendre le contrôle de ceux qui racontent les histoires, c'est-à-dire de nous? C'est ce que Harari appelle le piratage des êtres humains. L'idée est qu'avec assez de données sur nous et assez de puissance de calcul, une intelligence artificielle pourrait comprendre nos émotions mieux que nous ne les comprenons nous-mêmes. Et si elle peut faire ça, elle peut nous manipuler de l'intérieur en façonnant nos désirs, nos croyances, nos émotions, sans même qu'on s'en rende compte. Et ça nous amène à une dernière question, une question assez vertigineuse. Si nos choix, nos désirs, nos opinions les plus profondes peuvent être fabriqués par un algorithme externe, alors cette idée à laquelle on tient tant, l'idée qu'on possède un libre arbitre, n'est-elle pas au fond la dernière et la plus intime des fictions que l'on se raconte?